Quand on parle de contraception masculine avec les individus, moi j'ai souvent trouvé au moins de la curiosité et au mieux, mais c'est complètement génial, mais vraiment c'est révolutionnaire, mais ça va changer la vie, des réactions plutôt très positives dans l'ensemble, parce que les individus, d'une certaine manière, ça leur parle en fait, parce que la contraception ça touche quand même beaucoup de gens et ça dit des histoires de vie, ça vient refléter des parcours de vie, des expériences. Ah oui, et puis il y a aussi un truc, c'est que ça délie un peu les langues. C'est là où on se rend compte de la puissance du tabou de la contraception masculine. C'est que vu que ça vient chercher la masculinité à pas mal d'endroits, sur la fertilité notamment, et ben c'est un truc dont on ne parle pas. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur Dom. Comment faire avancer la contraception masculine ? C'est une question essentielle que nous abordons aujourd'hui avec Antoine Colodiège, cofondateur de la coopérative Entrelacs. Dans cet épisode, Antoine partage son parcours et ses motivations pour rendre la contraception plus équitable. Nous explorons les solutions actuelles, comme les préservatifs, la vasectomie, la contraception thermique et même les approches hormonales, tout en abordant les défis et résistances qui subsistent. Ensemble, nous discutons des tabous qui entourent encore la contraception masculine ainsi que des implications pour les couples et la société. Un épisode pour offrir une réflexion sur la responsabilité partagée dans le couple et ouvrir des perspectives pour une masculinité engagée et consciente. Bonne écoute. Salut Antoine. Salut Loïc. Bienvenue sur Dom à Homme. Comment tu te sens ? Quelle est ton humeur du moment, la météo du jour ? Ben, ma météo du jour est plutôt très bonne dans l'ensemble. La petite commence à faire des nuits un petit peu plus régulières, le sommeil s'améliore, donc voilà. Aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée qui s'annonce au niveau moral. Oui, pour les auditeurs, tu es jeune papa, très jeune papa. Depuis 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Bientôt 3 semaines, ouais. Tac. Mais écoute, merci de prendre ton temps pour venir parler d'un sujet qui me semble important. Moi, je suis heureux de t'accueillir. La météo était, malgré extérieur, il pleut. C'est un jour bien moche, tu vois, un bon samedi à rester chez soi, à regarder une série, à binge-watcher ou je ne sais quoi. Mais ça va. Elle est plutôt ensoleillée. J'ai fait une soirée de danse libre hier qui m'a m'a amené beaucoup de légèreté et de joie, et qui fait du bien de lâcher un peu. C'est une belle pratique pour reconnecter au corps. Bref. Comment tu te présentes, Antoine ? Qu'est-ce que tu aimes bien dire de toi ? Oh là là, la question. Qu'est-ce que j'aime bien dire de moi ? Assez facilement, j'embraye sur le côté pro, hein. C'est ce sur quoi je suis le plus à l'aise pour parler de moi. Je me définirais comme quelqu'un qui
qui cherche toujours à évoluer, à creuser aussi en moi. J'ai un parcours que je dirais qui me ressemble dans le sens où il est assez varié. Je me suis reconverti plusieurs fois et ça, je pense que ça dit aussi de moi que je suis une personnalité plutôt curieuse. Je m'intéresse à plein de choses. Dans ma carrière et du coup humainement je me suis toujours plus rapproché du social. J'ai travaillé dans l'insertion, j'ai travaillé dans la pédagogie numérique auprès d'enfants. Là, je fais de la prévention auprès du public jeunes ados, et je travaille par ailleurs à mon projet Entrelacs pour qui développe des comment dire, qui permet à des produits d'améliorer l'équité contraceptive. Donc voilà, ça fait un peu patchwork, mais voilà, enfin ça me voilà, je me sens guidé un petit peu par ces valeurs, ces idées qui me semblent importantes, et si on peut être pragmatique et faire avancer les choses concrètement. Voilà, j'ai besoin des deux, et des valeurs et de l'impact et en questionnant régulièrement ça. Merci. Bon, on est deux curieux, alors c'est très bien. et oui, tu l'as cité, on est là pour parler notamment contraception éthique, contraception masculine. T'as parlé d'Entrelacs. Est-ce que tu peux nous présenter cette coopérative? Entrelacs, du coup, c'est une coopérative, mais du coup, ça rentre dans la case entreprise. Hein, c'est pas une association, c'est un type d'entreprise qui permet à toutes les personnes intéressées par le projet de rejoindre soit l'équipe opérationnelle, mais juste l'équipe de support, l'équipe de soutien, parce que ça leur tient à cœur. C'est pas les personnes ne deviennent pas des actionnaires, mais des sociétaires. Mais du coup, voilà, ça permet d'aller chercher un petit peu toutes les personnes qui sont sensibles au sujet. Ça peut être des gens juste curieux, ça peut être des personnes qui utilisent de la contraception, ça peut être des médecins, ça peut être des chercheurs, ça peut être des consultants, des commerçants. Enfin, vraiment, c'est très varié. Ça crée une espèce de mini société à échelle un peu micro, donc, et tout ce monde réuni autour de la volonté de faire évoluer l'équité contraceptive. Car aujourd'hui, il existe un catalogue long comme le bras de contraception féminine, avec tout ce que ça implique comme comment dire, j'ai envie de dire comme chance et comme liberté, parce que la contraception c'est aussi ça, c'est pouvoir choisir d'avoir un enfant ou pas, et si le cas échéant à quel moment on souhaite avoir cet enfant. Après, il y a aussi une réalité, c'est que c'est tout un tas de charges mentales, charges physiques, charges financières, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très mal réparti, et ça pèse principalement sur les femmes. Pour revenir juste un temps sur la coopérative, nous on a choisi un peu ce véhicule-là parce que ça permettait à pas mal de personnes qui travaillent sur le sujet depuis des décennies maintenant. On a des personnes dans Entrelacs qui sont sur le sujet depuis les années 70. Je pense à Pierre Collin qui a fondé l'association Ardecom à l'époque. C'était vraiment les pionniers sur le sujet en France, et qui a du coup ils ont fait partie des premiers gars qui devaient avoir 25-30 ans à l'époque ou moins, à tester les premières solutions de contraception thermique. Et donc voilà. Et du coup, là, c'est un peu le cas, j'allais dire, un peu pionnier, emblématique. Mais du coup, il y a des gens qui utilisent des contraceptions. Des fois, on a des femmes qui trouvent que le sujet est super important et qui nous soutiennent
parce que ça se développe et effectivement c'est aussi dans l'intérêt de tout le monde, des médecins, que ça permet un peu d'actionner, j'ai envie de dire, qui savent que le sujet est important, mais là ça leur permet d'apporter du support, d'apporter leur pierre, en disant bah tiens, bah vu que vous le faites, bah si vous voulez, moi je suis là pour je sais pas, pour relire des documents, des dossiers, alors que dans leur pratique quotidienne de médecine, eh ben ils n'ont pas forcément l'occasion ou le temps de le faire. Donc ça crée, ça fait un appel d'air pour plein de soutien, mais aussi de compétences autour de ce sujet. Peut-être que je peux dire aussi comment on travaille à développer l'équité contraceptive, parce que ça peut paraître un peu nébuleux. On accompagne des personnes qui portent des projets très concrètement des dispositifs médicaux pour qu'ils deviennent officiellement reconnu comme dispositif médical à l'échelle européenne. Donc là, on travaille sur notre premier projet avec AndroSwitch, qui est un anneau de contraception masculine thermique et qui permet effectivement d'avoir une contraception efficace et stable avec presque pas d'effets secondaires sur une durée ça peut durer plusieurs années. Donc voilà, on est sur une contraception de moyen terme et voilà, nous on travaille pour qu'AndroSwitch arrive sur le marché européen. Donc en gros, on raccourcit la distance entre l'inventeur du dispositif et l'accès à la réglementation européenne, et ça implique effectivement plein de connaissances, plein de dossiers qui sont très coûteux, beaucoup de collaborations avec des cabinets pareil qui sont aussi très coûteuses, etc. Nous voilà, on fait un peu le trait d'union pour faciliter ça et rendre concret l'accès à un maximum de personnes à en l'occurrence ce dispositif-là. Mais entre là, c'est plus ouvert et ça permet effectivement d'accompagner d'autres entrepreneurs, d'autres porteurs de projets et porteuses de projets d'ailleurs, qui veulent innover sur ce champ-là et voilà, leur permettre d'accéder au marché. Bon, j'avais besoin d'expliquer un peu parce que ça peut paraître. Merci. Je sais pas si c'est assez clair. C'est clair, ça me semble clair. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené à arriver, j'imagine, dans Autrelac, tu as rejoint cette coopérative, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, plus que rejointe, je l'ai cofondée. Ok. Ouais, voilà. Alors, c'est un projet, enfin comment dire, c'est un projet qui est venu directement refléter ma vie perso et notamment mon parcours en termes de questions de contraception. Pendant de nombreuses années, la contraception c'était un sujet qui me passait littéralement au-dessus de la tête. Vraiment, j'avais le logiciel un peu que j'imagine beaucoup d'hommes ont, que de toute façon ça ne les concerne pas, c'est un truc de femme, et sans non plus sans y voir aucune culpabilité. C'est une culture qui n'existe pas en fait chez les hommes, c'est un impensé. Voilà, donc j'ai été complètement dans cet impensé de façon très comme énormément d'hommes. Ben ouais, c'est ça, c'est malheureux et en même temps c'est en train d'évoluer. Donc voilà. Et moi, à ma petite échelle, j'ai eu cette évolution personnelle parce qu'une de mes compagnes avait rencontré beaucoup de problèmes avec ses contraceptions. Elle en avait changé. Alors d'abord de la pilule, puis de l'anneau vaginal. L'anneau vaginal, moins de charge mentale, mais pas remboursé par la Sécu. Donc, on replace la charge mentale par de la charge financière. Charge financière. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est tout un tas de. La charge contraceptive, c'est composite. C'est plein de petites charges qui s'agrègent entre elles.
Et à partir de ce moment-là, vu qu'il y avait cette charge financière, on en a discuté et j'avais proposé de payer la moitié, ce qui me semblait assez logique, vu que là je tiquais, je me disais, ben oui, bien sûr, la contraception, c'est pas la contraception de ma copine ou de ma compagne, c'est notre contraception, la contraception du couple. Et là, ça prenait forme sous cet aspect-là financier dans un premier temps. Et effectivement, du coup, l'idée commence à me travailler à partir de ce moment-là. Je me renseigne sur ce qui existe en matière de contraception masculine et après quelques recherches, je me rends compte c'était vite fait du coup. Il y a pas grand-chose. Préservatif, vasectomie et un boulevard, un vide un peu entre les deux, entre d'un côté un préservatif qui ne te protège que sur le moment et une vasectomie qui te protège tout le temps, mais de façon permanente. Et voilà, c'est ça exactement. Et en me renseignant, j'ai vu qu'il existait des méthodes alternatives, notamment la méthode thermique que j'ai moi-même utilisée à partir de octobre 2020. Et je l'ai utilisée pendant 2 ans. Et j'en étais extrêmement content en fait. C'était très efficace. Évidemment, il y avait on parle de quoi comme solution exactement du coup? C'est AndroSwitch du coup. C'est l'anneau en silicone sur lequel je travaille avec Entrelac. Mais du coup, j'ai d'abord été utilisateur. Et puis après, j'ai participé à créer Entrelac. Ce qui s'est passé, le jump, il s'est fait que le créateur d'AndroSwitch, c'est un gars qui faisait ça dans son garage. Il moulait des anneaux, donc avec un ingénieur, il avait fait réaliser des moules imprimés en 3D et qui lui permettaient à lui, de façon autonome, de mouler du silicone sur 5 tailles différentes. Après, il avait 2 mélanges de silicone. Enfin, en gros, il avait vraiment bien fait son truc, mais c'était extrêmement artisanal. Et il le diffusait de façon très confidentielle via un petit site web. Et du coup, second semestre 2021, lui, ça fait quelques mois qu'il commercialise de façon confidentielle son anneau, mais ses ventes commencent à augmenter parce que passage Combini, passage sur Brut, forcément, hein, ça crée un petit peu de passage et voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, les autorités sanitaires commence à s'intéresser à lui. Alors votre produit, ok, vous en vendez un petit peu, mais quand même, il n'est pas certifié. Et là, effectivement, lui commence à se pencher là-dessus. Il se doutait que c'était pas si simple de vendre un dispositif de contraception, mais voilà, il y avait aussi ce truc que c'est tellement inaccessible quand t'es une seule personne à porter un projet, d'accéder à un marché, d'accéder à un réseau de distributeurs et avant même tout ça, de lancer des essais cliniques, de faire des dossiers pour faire valider par les autorités sanitaires, que il y a un peu ce biais de je sais que ça existe, mais c'est tellement irréalisable que c'est hors de ma réalité. Il y avait un petit peu ce truc-là. Et néanmoins, ces ventes ont continué d'augmenter jusqu'à fin 2021. Et en décembre 2021, l'ANSM, donc les autorités sanitaires françaises du médicament, décident de faire suspendre la vente et la promotion de l'anneau AndroSwitch. Et à ce moment-là, moi je le connaissais déjà parce que comme je te dis, lui il travaille tout seul, donc dès que t'as un souci de taille, un truc comme ça, tu lui écris, c'est lui qui te répond quoi. Enfin, tu vois, vraiment c'est une mini structure et du coup on s'était un peu rapprochés, on s'était vu sur des événements, sur des festivals dans l'année et puis moi je trouvais ça vraiment génial et assez aussi simple que révolutionnaire, j'ai envie de dire, comme idée. Et du coup, j'étais un fervent défenseur de cette solution. Et quand son produit a été suspendu par les autorités, j'ai fait partie des quelques personnes qui se sont mis autour d'une table et qui se sont demandé comment on faisait pour que ce produit revienne de façon pérenne et dans les clous autant que faire se peut. Et c'est là qu'on a créé Entrelac.
Donc à partir d'une idée militante, d'une idée qui veut avoir de l'impact qui nous portait nous beaucoup et qui portait plein de gens aussi autour de nous, hein, parce que on a eu énormément de soutien dès le début et ça continue encore aujourd'hui, hein, donc voilà, et on a choisi ce format coopératif pour accompagner AndroSwitch à revenir sur le marché européen. Merci pour ce parcours. Moi, il me semblait important de refaire un état des lieux de ce qui existe en termes de contraception féminine, ce qui existe et aussi ce que, on va dire, ce que ça amène comme charge physique, financière, mentale. Est-ce que tu peux nous refaire un petit état des lieux, si c'est ok pour toi? Oui, tout à fait. Bon, alors, je suis pas spécialiste, hein, donc on va le faire de reprendre un peu, parce que je pense que, mais ouais, on va dire que c'est des choses qui, maintenant, comme tu l'as dit, sont quand même assez ancrées dans le paysage et si tant est que, pour les femmes, c'est assez évident, pour les hommes un peu. Qu'est-ce qui, voilà, il y a bien sûr la pilule, le stérilet, la ligature des trompes. Est-ce que tu peux nous faire un petit Alors, déjà, j'ai envie de commencer avec quand même un point qui est super important en termes de santé, en termes sanitaires, et j'ai envie de commencer à parler des préservatifs, parce que depuis, ça fait à peu près 2-3 ans maintenant, il y a une recrudescence des infections sexuellement transmissibles bactériennes. Il n'y a pas que le VIH, hein, mais tout ce qui est chlamydia, gonorrhée, syphilis reviennent en force. Et ça a été mesuré bien sûr en France, mais aussi dans toute l'Union européenne. Il y a un vrai, il y a une vraie baisse de l'utilisation du préservatif, et notamment chez les publics jeunes. Et du coup, voilà. Et la contraception, elle est là pour éviter les grossesses non programmées, mais la contraception de base n'est pas forcément une protection contre ces infections sexuellement transmissibles. Donc, déjà commencer par rappeler que les types de préservatifs sont les seuls à protéger des IST qui par voie sexuelle. Du coup, préservatif pour les personnes à pénis, donc dit préservatif masculin ou préservatif externe, préservatif interne, autrement dit préservatif féminin. Les deux vont permettre d'éviter les grossesses non programmées, mais aussi la transmission d'IST. Donc les infections dont on a parlé plus haut. Donc ça, c'est ultra important de le savoir. Et puis je rajoute aussi mini parenthèse, c'est ultra important de se faire dépister. Dépistez-vous. Si vous êtes en couple régulier, faites-le une fois par an. Ça coûte pas grand-chose d'être tranquille. Parlez-en à vos amis, à votre compagne, c'est méga important. Faut que le dépistage rentre dans la culture, en fait. C'est vraiment, c'est pas juste un geste. J'y pense une fois tous les 10 ans parce que je me suis séparé, je me mets avec quelqu'un d'autre, ou je sors avec une nouvelle copine, du coup je me dépiste. Non, faut vraiment que ça rentre dans les mœurs. Parce qu'il y a que comme ça en fait qu'on peut faire baisser et qu'on peut effectivement réduire les infections sexuellement transmissibles qui sont en train de revenir depuis quelques années. Donc ça, c'est super important. Et du coup, les préservatifs. Un truc qui est super important aussi de comprendre pour les contraceptions hormonales féminines. Là, tu parlais justement de pilules, tu parlais de stérilet. En fait, il y a tout un panel de contraception hormonale. Donc c'est des contraceptions œstroprogestatives ou progestatives, si je dis pas de bêtises. En gros, il y a les deux types, mais il y en a pour tous les besoins. Il y a la pilule qui se prend tous les jours. Il y a le patch qui va contenir plus ou moins les mêmes molécules et qui se met sur le bras et qui a une durée de vie d'1 semaine.
Donc voilà, pour ne pas avoir à y penser tous les jours, mais une fois par semaine, il y a ce patch. Il y a la version mensuelle, si on peut dire, c'est le ring hormonal. Donc c'est un anneau en silicone qui va être imprégné de ces mêmes molécules toujours et qui se change une fois par mois. Et puis il y a l'implant. Donc, qui est une espèce de petit bâtonnet de plastique qui s'injecte dans le bras et qui va être laissé en place 2-3 ans. Et encore une fois, toujours avec ce même principe hormonal qui va permettre d'avoir une contraception durable jusqu'à 2-3 ans. Et il y a aussi le stérilet hormonal qui lui se place à l'intérieur du vagin et qui va justement diffuser toujours ce même mélange d'hormones pour obtenir une contraception efficace. Donc, je tenais à faire ce petit panorama quand même sur les contraceptions hormonales parce que souvent il y a des personnes sont bloquées avec leur pilule en se disant mais c'est trop la galère, je trouve pas ça confortable de devoir y penser tous les jours. Ben voilà, il existe aussi des choses qui permettent de réduire aussi la charge mentale. Après, c'est un petit peu ce que je disais en préambule, c'est par exemple un ring hormonal qui me permet de n'y penser qu'une fois par mois. Bah pour le coup, ça n'est pas remboursé par la Sécu. Donc ça implique de mettre un peu la main au portefeuille. Ça coûte combien? Eh bien, on est sur 40 € par trimestre. C'est ce qui revient cher à l'année et effectivement c'est dommageable parce que ça veut dire que c'est pas accessible à tout le monde et en fait il y a une réalité, c'est que des personnes qui sont plus éloignées des systèmes de santé, qui sont plus éloignées aussi tout simplement du suivi de leur propre santé, et bien c'est aussi des personnes qui peuvent être qui peuvent aussi connaître plus de précarité et qui n'auront pas forcément les moyens en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que une personne plus éloignée des systèmes de santé va peut-être être moins, va pas forcément être compliante dans le fait de prendre une contraception tous les jours et aurait besoin de quelque chose de justement plus espacé, un peu plus confortable à gérer. Mais voilà, le fait que ce soit pas remboursé, ça vient créer un frein par ailleurs. Il y a une raison pour que ça soit pas remboursé par rapport à d'autres. Eh ben, en fait, pour le dire de façon simple, il y a c'est des parcours réglementaires qui font qu'un médicament ou un dispositif médical peut, à un moment dans son dossier de demande de certification, faire une demande auprès de la Haute Autorité de Santé, donc la HAS, pour que le produit puisse accéder au remboursement en fait. Mais du coup, c'est une volonté de l'industriel qui travaille sur le médicament ou le dispositif médical de passer par cette case-là ou pas. Sachant que c'est des dossiers en plus, c'est du temps en plus, c'est de l'argent. Enfin, voilà, c'est ça. C'est pas le chemin le plus simple. Et puis, il faut aussi montrer. C'est pas que du réglementaire et de l'administratif. Il faut aussi montrer qu'il y a un certain résultat, une certaine efficacité, et aussi le fait que ça peut toucher un maximum de personnes. Et à ce moment-là, on peut prouver que comme ça va être utile à un maximum de personnes, c'est pertinent que la Sécu rembourse intégralement ou en partie. Faut montrer l'intérêt en fait pour l'intérêt public. Donc ça, c'est les contraceptions hormonales. On parlait de stérilet. Il y a une version cuivre du stérilet, donc qui ne va pas contenir d'hormones, stérilet ou DIU, donc dispositif intra-utérin. C'est son nom, j'allais dire plus moderne. C'est un dispositif qui lui fonctionne sans hormones, sans médicaments, mais qui va permettre de la même manière d'avoir une contraception efficace et de la même manière, c'est un dispositif qui s'insère directement dans le vagin. Voilà.
Il y a en contraception dite féminine, il y a des méthodes aussi qu'on dira naturelles. Hein. Moi, je suis pas ultra fan de ce terme, mais je pense à la symptothermie, par exemple. Alors la symptothermie, on peut entendre un peu de tout sur la symptothermie, mais c'est vrai qu'elle se base sur plusieurs méthodes qui prises indépendamment peuvent ne pas être très efficaces. Par exemple, la méthode du calendrier, une femme peut dire voilà, moi je sais que je suis le moins fertile à ce moment-là du mois, donc c'est le moment où je peux avoir un rapport non protégé. On sait que ça c'est pas très efficace. Voilà, il y a la méthode de la glaire cervicale. Donc une femme peut récupérer au niveau de l'entrée du vagin un petit peu de glaire cervicale et en apprécier la consistance. Et en fait, en fonction justement de son calendrier de fertilité, elle va être plus ou moins épaisse ou plus ou moins fluide. Et effectivement, en analysant ça, elle peut dire voilà, la glaire cervicale vient témoigner du fait qu'à ce moment-là, je suis peu fertile. Et la troisième, il y a une autre méthode, c'est les températures, tout à fait. Il faut checker tous les jours à la même heure et se faire un petit graphe pour suivre ces températures. Et ça aussi, pareil, ça vient confirmer la fertilité ou la moindre fertilité d'une femme à l'échelle, encore une fois, d'un cycle mensuel. Et du coup, la symptothermie, quand elle est rigoureusement suivie, et la symptothermie, c'est l'association de ces trois méthodes. Donc, on check le calendrier, la glaire cervicale plus la température. Eh bien, ça fait partie des méthodes qui sont quand même assez efficaces. Je crois que théoriquement, on est autour de 98-99%. Et même en efficacité pratique, me semble-t-il. Hein, mais pourquoi c'est si efficace? Oui, c'est parce que c'est une certaine rigueur. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est vu que c'est très contraignant. Et puis il faut le checker et calendrier, et glaire cervicale, tout ça. C'est que entre guillemets, c'est les femmes qui sont pas si nombreuses à utiliser ça, qui le font très bien. Et du coup, ça marche très bien sur elles parce que ça demande beaucoup de rigueur. Et donc voilà. Donc ce qu'on en sait, c'est qu'en pratique, c'est très efficace. Après, c'est pas forcément accessible à tout le monde. Parce que ça demande aussi d'avoir un lien assez fort à son corps. Et puis après, la méthode permet aussi de développer le lien avec son corps. Mais faut aussi être à l'aise avec son propre corps. Même culturellement, faut être à l'aise. Faut être à l'aise avec l'idée de checker aussi ses fluides, sa température, tout ça. Donc rapport à son corps, rapport à sa propre santé, et puis la rigueur, quoi. Enfin, checker tous les jours à la même heure. On parlait de prise de pilules quotidienne tous les jours. Là, c'est encore un cran au-dessus en termes de rigueur. Se faire son petit graphe, etc. C'est costaud. Donc ça marche bien, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Après ça se teste. Hein, moi je dis toujours que si on en parle, si on se renseigne, qu'on échange sur le sujet, on peut tester différentes choses. On peut demander des conseils sur différentes choses et avec cet objectif de trouver la contraception qui nous convient le mieux individuellement et au couple aussi. Donc la contraception, c'est aussi quelque chose qui peut varier en fonction des besoins, en fonction des temporalités, en fonction des envies aussi. Il y a des personnes qui par exemple trouvent que le DIU au cuivre c'est super efficace, mais par contre vu que c'est très invasif, elles vont dire très peu pour moi je veux pas ça, donc je trouverai une autre méthode. Donc voilà. Envie, besoin, et puis en parler pour trouver la contraception du couple, celle qui convient le mieux au couple. Et il y a peut-être encore un que t'as pas cité, la ligature des trompes. Ah oui, tout à fait. Oui, les absolument, tout à fait. Ce qu'on appelle du coup les stérilisations à visée contraceptive. La ligature des trompes, qui est une opération chirurgicale qui va nécessiter une anesthésie complète, voilà, et qui est une opération assez lourde en fait. Faut accéder
aux trompes. Donc, il faut, je sais pas quel est exactement le protocole, mais pour pouvoir y accéder et opérer la ligature, c'est vraiment quelque chose de très costaud. Et effectivement, il y a un certain nombre de complications qui interviennent. Voilà. Donc voilà. Et puis il y a un délai de réflexion de 4 mois. Très important entre le moment où on prend des infos auprès du médecin qui va pouvoir donner l'info et où, mais souvent et opérer. Et bien effectivement, il y a ce délai légal incompressible de 4 mois avant que l'opération puisse être faite. Merci. Mon idée à travers ce parcours paysage, c'était de montrer comment la contraception, quand elle est prise en charge par les femmes, est une charge mentale, une charge financière éventuellement, et une charge physique aussi, puisque tout ce que ce soit le stérilet, la ligature des trompes peuvent impacter des soucis de santé physique. Tout à fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il existe pour les hommes? Qu'en est-il de la contraception masculine? Où on en est aujourd'hui? T'as déjà parlé de l'androswitch, t'as parlé du préservatif. Quelles sont les autres solutions et comment aujourd'hui, justement, on peut, du mieux qu'on peut, arriver à une certaine équité et puis déjà on va dire sous la forme. Eh bien. Déjà, le préservatif, encore une fois, je ne cesserai de le marteler pour se protéger aussi des infections et protéger les autres. Et puis c'est le plus simple. Alors voilà, c'est actionnable facilement. On peut, sous certaines conditions, l'avoir gratuitement en pharmacie ou accéder à des marques de préservatifs français qui sont remboursés par la Sécu. Donc ça, voilà, il est possible d'en parler à son médecin et de se faire prescrire assez facilement une petite boîte de préservatifs de la marque Eden ou la marque Sortez Couvert. C'est les deux marques françaises qui sont remboursées par la Sécu. Donc voilà, il y a ça. Celle aussi qui peut être mise en avant parce que justement parce qu'il y a les urologues qui la pratiquent, c'est la vasectomie. Donc là, c'est la stérilisation à visée contraceptive, donc qui est principalement évoquée comme permanente. Après, on sait qu'il existe une réversibilité, mais c'est la méthode pour laquelle il faut moins compter sur la réversibilité. Faut quand même se le dire. Voilà, et ça dépend de choses assez peu maîtrisable, j'ai envie de dire, parce que ça dépend de l'ancienneté de l'opération. Si vous faites l'opération, si vous avez fait l'opération en 2020, que vous voulez en 2024 obtenir une réversibilité, elle sera forcément meilleure que si vous y pensez en 2028 ou en 2030. Plus ça a été fait il y a longtemps, plus c'est compliqué de reperméabiliser les canaux qui ont été interrompus. Et puis ça dépend de la compétence aussi du chirurgien qui l'a fait. Ça dépend de son expérience à lui, en fait. En France, on est dans un pays où il y a un peu moins d'1% des hommes concernés qui ont fait une vasectomie, sachant que dans certains pays, on est plutôt sur 20% de la population. Je pense à l'Amérique, aux États-Unis, je pense au Canada. Donc, on est très bas là-dessus. Donc, s'il y a qu'1% d'hommes qui ont fait une vasectomie, imaginez le pourcentage d'hommes qui ont fait une vasectomie et qui ont pu faire l'opération inverse aussi. Là, on est sur un pourcentage qui est vraiment infime. Et du coup, la réalité au niveau du corps médical, c'est que les chirurgiens la pratiquent peu. Donc, ça va... C'est assez simple, à ce que j'ai compris, cette opération. Alors voilà, c'est assez simple. Pour se le dire en 2 mots, il va y avoir dans l'appareil génital masculin les testicules
qui produisent des spermatozoïdes, qui vont produire que des spermatozoïdes, ne produisent pas de sperme. Le sperme, il est produit plus haut par la prostate, par la glande spermatique, enfin voilà, il y a les glandes spermatiques, pardon, et le mélange, si je puis dire, pour schématiser, se fait après, au moment de l'éjaculation. Mais du coup, le parti pris de la vasectomie, c'est qu'en fait, on va interrompre le canal qui rejoint les testicules au restant de l'appareil génital. Du coup, ces deux petits canaux qui sont vraiment assez minuscules, qui sont sectionnés et qui vont être refermés tout simplement pour empêcher que les spermatozoïdes remontent plus haut. Et du coup, ça permet à la personne qui fait cette opération de continuer à éjaculer de façon complètement normale et comme avant, j'ai envie de dire, et tout en n'ayant plus de spermatozoïdes dans le sperme. Les spermatozoïdes, faut avoir quand même l'idée que ça représente un petit peu moins d'1% du volume total du sperme dans une éjaculation. Donc en gros, on enlève les spermatozoïdes. Le résultat final, enfin j'ai envie de dire texture, couleur, tout ce qu'on veut, odeur, reste inchangé. Ça reste complètement inchangé vu qu'on a enlevé moins d'1% de sa substance. Et c'est justement le 1% qui fait que il peut y avoir effectivement une grossesse programmée ou non programmée. Du coup, ouais, préservatif, vasectomie, androswitch, donc tu disais. Tiens, par curiosité, comment c'est de porter un anneau en termes de sensations, au quotidien, qu'est-ce que ça amène? Alors, tu l'as testé? Alors, je l'ai porté pendant 2 ans. Là, comme tu l'as dit en préambule, depuis j'ai eu une fille avec ma compagne et là je recommence à le porter. Donc la sensation, c'est au début un tout petit peu contraignant parce que on sent quand même cet anneau en silicone, donc bon, c'est une matière très très soft, très douce. Après, ça permet mécaniquement de remonter un petit peu les testicules en fait. Quand elles pendent dans le scrotum, elles sont à une température plus basse que celle du corps, et en fait avec un anneau, mais ça peut être aussi avec les slips qu'on dit chauffants, c'est le même procédé. Et ben ça va permettre de remonter un petit peu les testicules dans la poche dans laquelle elles sont, la poche scrotale, et de les rapprocher un petit peu du corps. De cette façon-là, elles vont se mettre à la même température que le corps. Donc elles vont passer de 34-35 degrés à plutôt 37, quelque chose dans ces eaux-là. Et ça va stopper automatiquement la production de spermatozoïdes. Donc ça nécessite d'avoir les testicules un petit peu remontés, mais pas beaucoup. Et assez rapidement, après quelques heures, quelques jours pour certains, si tout va bien, parce que c'est une méthode qui fait absolument pas mal. Et si ça fait mal, c'est pas normal, c'est qu'il y a un truc quelque chose qui n'est pas fait correctement, ou peut-être qu'il y a une contre-indication. Et à ce moment-là, c'est essentiel d'en parler avec un médecin. Dans tous les cas, faut passer par un médecin quand on a envie de commencer cette méthode. Mais au bout de quelques jours, au maximum, on ne sent plus son anneau durant la journée. On le sent quand on le met, quand on le retire, évidemment, mais quand on est occupé, on le sent plus. Là, je suis en train de te parler, bien que mes pensées, mes pensées sont complètement dirigées vers cet anneau vu que j'en parle, mais par contre, je le sens pas sur mon corps là, voilà. Voilà. Peut-être juste se dire aussi comment il s'installe. Parce que on parle d'anneau. Pour simplifier, certains l'appellent un peu, le comparent un peu à un cock ring. Alors le cock ring, lui, il va compresser beaucoup. L'anneau, c'est un peu le contraire. Il doit maintenir, mais il doit pas compresser du tout, ou vraiment le moins possible. L'anneau est passé autour de la verge. Et puis en tirant légèrement la peau du scrotum pour le faire passer à travers l'anneau, du coup sous la verge, il faut pas que les testicules passent de l'autre côté de l'anneau, j'ai envie de dire. Les testicules vont manquer de place et remonter légèrement. Et du coup, l'anneau lui sert juste à maintenir mécaniquement les testicules un petit peu plus haut.
et leur permettre de monter en température. Mais il n'y a pas de pile, il n'y a pas de médicaments. C'est uniquement, j'ai envie de dire, c'est un peu un hacking du corps humain en fait. C'est ça. Voilà. Donc voilà schématiquement le truc. Et puis il y a quelque chose d'un peu magique aussi, c'est quand on fait ces spermogrammes et qu'on voit à quel point ce geste-là, qui est certes fait tous les jours, mais quand on voit que c'est super efficace et qu'il y a un vrai impact sur la concentration en spermatozoïdes, eh bien on dit waouh, ça marche en fait, c'est super efficace. Donc il faut effectivement le porter 3 mois, faire un spermogramme de contrôle, et à ce moment-là, ça nous dit si on peut l'utiliser comme contraception exclusive ou pas. Auquel cas, si c'est pas encore possible, on continue à doubler avec une autre contraception, généralement un préservatif parce que c'est le plus simple à mettre en œuvre. Mais il y a des moments quand on commence et quand on arrête le port, il y a toujours 3 à 6 mois où il faut doubler avec un préservatif. Parce que le risque qu'il y ait une grossesse non programmée est assez fort à ce moment-là. Les spermogrammes, c'est remboursé par la Sécu. Comment ça se passe? Alors c'est remboursé par la Sécu s'il y a une ordonnance faite par un médecin. Donc pour ma part, j'ai jamais eu trop de problèmes à en avoir. Je recommande aux auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, si vous voulez en parler avec votre médecin, commencez par votre médecin à vous. Si c'est votre médecin traitant, parlez-en au médecin traitant. Il y a des études qui montrent que de plus en plus d'hommes ont besoin de parler de contraception et de leur contraception directement avec leur médecin, parce que c'est plus simple, parce que c'est dans le quartier, parce qu'on a l'habitude de parler à cette personne et que cette personne nous connaît depuis un moment. Donc parlez-en à votre médecin et venez avec un petit peu de billes sur le sujet. Donc si c'est la contraception thermique qui vous intéresse, lisez un petit peu sur Internet ce qui peut se dire. N'hésitez pas à venir avec un petit peu de matière pour en parler avec votre médecin. Après, je me rends compte que c'est pas forcément. Enfin, l'idée c'est pas de venir avec des résultats d'essais cliniques ou des analyses ou des documents scientifiques, mais voilà, un petit peu de matière quand même. Il y a énormément de médecins qui sont pas formés sur le sujet. Et puis pour ce qui est du spermogramme, demandez autant que faire se peut une ordonnance unique renouvelable, parce que ça change la vie. Si vous êtes amené à faire un spermogramme tous les 3 mois pour checker que vous êtes bien contracepté, si vous devez revoir le généraliste à chaque fois, c'est quand même pas très confortable. Alors qu'une ordonnance unique qui dit un spermogramme tous les 3 mois pendant 1 an, c'est quand même assez confort et c'est remboursé. Et peut-être juste pour finir avec les méthodes de contraception masculine, on n'a pas parlé d'hormonal et puis du retrait. Tout à fait. Alors, pour la méthode hormonale, il existe aujourd'hui une méthode par injection. Donc une injection, une piqûre en intramusculaire dans la cuisse ou dans la fesse. Ça c'est étudié et prescrit depuis des années. Donc étudié depuis le début des années 80 au niveau de l'hôpital Cochin, qui est pionnier sur le sujet, et prescrit dans le cadre du protocole en fait scientifique du docteur Soufir, c'était ce monsieur-là, ce chercheur-là qui a développé cette méthode. C'est toujours prescrit par l'hôpital Cochin. Il peut y avoir une primo-prescription par un généraliste, mais généralement après, la balle est passée à Cochin, donc faut pas hésiter à se rapprocher de cet hôpital. L'idée, c'est que c'est des hormones, c'est, je crois, des progestatifs ou des oestrogènes, je sais pas Ah non, attendez, non, je dis n'importe quoi, pardon. C'est de l'énanthate de testostérone. Donc en gros, pour la faire courte,
même si on sait aujourd'hui que médiatiquement que la testostérone c'est associé à une image de virilité, de force, de puissance, tout ça, faut savoir que quand dans le cerveau le niveau de testostérone est haut, et ben la production de spermatozoïdes est basse. Donc haute testostérone, faible fertilité, si je puis dire, pour schématiser beaucoup. Ce que va faire l'injection d'énantate de testostérone, qui est un médicament qui existe déjà, qui est déjà prescrit par des urologues, quand on l'utilise à visée contraceptive, ça va être injecté une fois toutes les semaines et ça va maintenir haut le niveau de testostérone et réduire ainsi la production de spermatozoïdes de façon durable. Comme c'est une contraception hormonale, grosso modo, les effets secondaires remontés sont plus ou moins ceux que les femmes connaissent avec les contraceptions hormonales, à savoir des changements d'humeur, potentiellement des changements de libido, potentiellement des troubles au niveau du poids, des variations de poids, des choses comme ça. Donc voilà. Après c'est un petit peu le même principe, hein. Donc on se retrouve un peu avec les mêmes effets secondaires. Donc ça c'est, et alors du coup il n'existe pas de pilule hormonale masculine, ça je pense qu'il faut qu'on se le dise. Il y a énormément de molécules qui sont étudiées, et ce depuis le début des années 90, si ce n'est plus, et ben ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Il y a 2 ans, quasiment 2 ans, il y avait une pilule annoncée masculine sans hormones et qui fonctionnait sur les souris. Alors, c'est la contraception masculine, c'est un peu devenu il y a un peu un marronnier en début d'année sur le sujet. Et mais du coup, il faut savoir que si une formulation fonctionne sur les souris aujourd'hui, eh ben, ça veut dire qu'il faut attendre, peut-être 15 ans, 20 ans avant qu'on ait pu le tester sur des humains, montrer que c'était pas dangereux, montrer que c'était efficace et que ça arrive sur le marché après. Donc, ne soyons pas pressés d'utiliser précisément cette pilule-là. Après, les prochaines, la pilule masculine, comme ça, à vue de nez, ça sent plutôt le 2035, quelque chose comme ça. Vraiment, c'est pas du tout les prochaines à arriver sur le marché. Ouais, je t'avoue que je suis pas fan de la pilule pour les femmes, alors la pilule pour les hommes. Ben ouais. Ben il y a plein d'hommes qui ont un peu ce raisonnement-là et qui du coup s'intéressent à la thermique notamment, parce qu'elle est sans médicaments, sans hormones. Après, voilà, il faut pas. Faut arriver à avoir ce recul critique tout en reconnaissant que la pilule, c'est aussi une solution qui permet à plein de femmes de maîtriser leur fertilité et de choisir, en fait, d'être libre de choisir quand elles veulent un enfant ou pas, ou tout simplement de ne pas en avoir. Et donc, c'est faut arriver à avoir ce recul-là. Et tu me parlais du retrait. Alors le retrait, c'est, j'ai envie de dire, il y a presque un truc un peu sulfureux avec le retrait, mais peut-être que sulfureux c'est pas non plus le bon terme. C'est que le retrait, c'est la méthode qui est gratuite, qui est tout le temps disponible, et on sait qu'énormément de gens l'utilisent, et c'est un peu la méthode honteuse. Il y a plein de gens qui n'osent pas en parler parce qu'ils se disent mais moi les gens vont me juger, ils vont me dire vous prenez des risques inconsidérés. En tout cas. Bon, je sais pas si c'est aussi un peu ce milieu un peu médico-militant dans lequel j'évolue, mais effectivement, tout le monde est assez au taquet sur ces trucs-là, et des fois, quand quelqu'un parle de son utilisation du retrait, on lui dit mais tu te rends pas compte le risque que tu prends, le risque que tu fais prendre à ta compagne. Et là, j'ai envie de dire à chaque besoin, à chaque envie, et même à chaque personne, à chaque couple, sa contraception. Si c'est un retrait exclusif qui convient à telle personne, à tel couple, eh ben,
c'est un choix, c'est le choix qu'elle a fait de façon éclairée et qui correspond à son besoin, à son choix. Il y a des personnes qui utilisent le retrait en mixant avec un préservatif. Il y a des personnes qui utilisent voilà, enfin, il y a des gens qui font un peu leur cocktail parce que c'est ce qui leur convient le mieux. Et parfois, il y a le retrait dans cette méthode. Donc, voilà, soyons pas trop durs avec les autres, soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Parfois, comme je disais, la contraception, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui peut évoluer selon les besoins, les temporalités. Des fois, dans la vie, pendant 3 mois, 6 mois, plus, je sais pas, on peut être amené à utiliser le retrait. Encore une fois, elle est gratuite, elle est accessible tout le temps. Voilà. Et là, c'est là que l'ombre au tableau arrive quand même. C'est que le retrait, il y a en filigrane aussi tout ce qui est manipulation, coercition, violence sexuelle, avec des personnes qui n'observent pas bien le retrait. Pour la faire simple, des gars qui disent je vais me retirer et qui ne se retirent pas. Et qui là font prendre un risque non considéré à leur compagne. Ça peut se faire sur fond de violence au sein du couple. Et du coup, voilà, c'est un sujet touchy. Ouais. En tant que contraception, si les personnes le choisissent de façon éclairée et que ça leur convient, tant mieux. Après, avoir un discours un peu univoque et le comparer de façon égale aux autres contraceptifs, là c'est très touchy. Parce que voilà, avec les autres contraceptions, tu utilises un dispositif, tu prends un médicament, tu le fais, t'es en conscience, tu vois. Alors que là, le retrait, c'est vraiment un truc qui se fait sur la communication, qui se fait à deux. Et c'est là qu'il peut y avoir les... Voilà, et effectivement, et c'est là qu'on se joue aussi les rapports de domination dans le couple, etc. Donc touchy, mais j'ai envie de dire utile et parfois adapté pour certaines personnes. Hein, donc voilà, ne jugeons pas. Et voilà. Oui, bien sûr. Oui, je pense qu'à partir du moment où il y a une communication, c'est sûr que le retrait, je le verrai pas dans des entre guillemets dans des coups d'un soir, mais plus dans quelque chose, en tout cas dans un couple installé où il y a de la communication et de la confiance. Comme tu dis, à chacun aussi sa contraception à partir du moment où aussi je pense qu'il y a une communication et il y a un partage de responsabilité. Comment c'est perçu, accueilli la contraception masculine, toi qui en parle, qui est à travers ta coopérative, c'est quoi les peurs, c'est quoi les freins, comme par les hommes notamment, et peut-être pas aussi par les femmes. Qu'est-ce que tu peux nous témoigner de ce côté-là? Alors, c'est assez différent en fonction de si on parle de la société ou si on parle des individus. Parce que quand on parle de contraception masculine avec les individus, souvent c'est... moi, j'ai souvent retrouvé au moins de la curiosité. Genre, ah bon, ah ok, d'accord, ça existe, je savais pas. Et au mieux, mais c'est complètement génial, mais vraiment, c'est révolutionnaire, mais ça va changer la vie. Vraiment, c'est des réactions plutôt très positives dans l'ensemble, parce que les individus... d'une certaine manière ça leur parle en fait, parce que la contraception ça touche quand même beaucoup de gens, donc et ça dit des histoires de vie, ça vient refléter des parcours de vie, des expériences, et ah oui, et puis il y a aussi un truc, c'est que ça délie un peu les langues. C'est là où on se rend compte de la puissance du tabou de la contraception masculine. C'est que vu que ça vient chercher la masculinité à pas mal d'endroits, sur la fertilité notamment, c'est un truc dont on ne parle pas. Et moi, pour avoir expérimenté la posture du gars qui débarque dans un groupe, soit de gens connus ou inconnus de ma personne, le fait de lancer le sujet comme ça, des fois, j'avoue, comme un cheveu sur la soupe, parfois,
Et ben, des fois, je me retrouvais un peu pris à part par des personnes qui me disaient, ouais, mais tu vois, du coup, moi, avec ma compagne, on fait comme ci, on fait comme ça, mais toi, t'en penses quoi? Tu sais s'il existe des choses? Tu connais un Et il y a un médecin qui est besoin d'en formé? parler. Et il y a vraiment un besoin. Et là, ça faisait vraiment soupape, tu vois, vraiment, ça libérait la parole. Et ça l'a fait vraiment plein de fois. Et ça, c'est vrai qu'au niveau individuel, ça, moi j'ai toujours trouvé que j'avais l'impression que ça faisait du bien en fait de pouvoir en parler et Mm. du coup quand on arrivait à clore ces conversations, eh ben c'était un peu genre ok, il y a eu dans la soirée il y a eu une parenthèse où on a parlé de ce sujet-là, c'était un peu bizarre, c'était un peu inhabituel, mais ça a fait du bien et c'était bien et voilà, les personnes ont appris un petit peu plus sur elles-mêmes, un peu plus sur ce qui existe comme solution et donc voilà, donc très bon accueil, très bonne perception. Et par contre au niveau sociétal, eh ben justement il y a des freins sur tout ce qui est perception de la fertilité comme euh, comme item de masculinité en fait, Mm. comme vecteur de masculinité. Il y a toujours il y a toujours une grande défiance par rapport au retour à la fertilité. C'est ça, c'est en gros c'est peu importe ce que vous me donnez comme contraception, moi je suis prêt à le faire pour aider ma compagne et tout. Par contre, vous devez me garantir que je redeviendrai fertile. Parce Oui, que voilà, d'accord. il y a un peu cette peur de confiscation de la fertilité et un peu par extension de la masculinité. Et du coup, il y a Mm. plein de gars qui sont prêts à franchir le pas, mais et c'est aussi pour ça que nous on travaille avec AndroSwitch et la contraception thermique, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas assez de littérature scientifique qui puisse garantir. Enfin, moi j'ai pu l'expérimenter dans ma chair et il y a eu Mm. effectivement un certain nombre de petites études qui ont toujours montré que c'était réversible. Par contre, il n'y a pas eu une très grosse étude qui rentre vraiment dans les clous réglementaires qui permettent de dire c'est bon les gars, vous pouvez y aller, c'est réversible à 100% tout le temps, testé sur des milliers de personnes. Ça n'a pas encore existé. Donc Mm. à nous de faire exister ça justement dans notre travail. Mais du coup, il y a toujours cette peur de la non-réversibilité. D'où un petit peu ce côté un peu blanc-noir sur la vasectomie. Il y a des gens qui disent mais non mais c'est Mm. génial, attends, tu te prends plus du tout la tête. Ouais, c'est Genre tranché. Ouais. voilà, c'est très tranché. Et de l'autre côté, c'est ah ouais mais non mais c'est une castration, Ouais. alors On va te couper les c'est une couilles. stérilisation. Ouais. Ah non mais il y a des gars qui disent ah mais non mais Ouais. c'est une castration. Bah alors, la castration, elle est très rarement consentie, elle est beaucoup utilisée dans l'élevage animal notamment, donc c'est pas tout à fait le champ lexical et même le champ conceptuel de la vasectomie. La vasectomie, encore une fois, il y a un délai légal de réflexion. On fait ça avec des chirurgiens Mm. qui sont formés, qui ont en France, pour le coup, les chirurgiens, c'est vraiment les urologues, c'est vraiment leur précaré, j'ai envie de dire, la vasectomie. Donc ils savent exactement ce qu'ils font. Et en termes de consentement et de choix éclairé, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites pour s'assurer que les personnes adhèrent vraiment à Mm. cette opération qu'ils demandent eux-mêmes par ailleurs. Donc ouais, donc il y a effectivement ça. Il y a un frein alors qui est un petit peu cette idée de la répartition j'ai envie de dire répartition des charges. Il y a beaucoup d'hommes et ça je l'ai vu quand j'utilisais beaucoup plus les réseaux sociaux. Il y a des hommes pour qui bah non tout ce qui relève de la santé reproductive, eh ben c'est aux femmes de s'en charger et du coup la Mm. contraception aussi. C'est un petit peu la suite de l'homme travaille et la femme reste à la maison aux tâches Ouais. ménagères. Et bah, du coup, c'est tout ce qui est tâches d'ordre reproductif, et bah, c'est aussi à elle de gérer. Et avec aussi cette espèce d'argument massu qui est sorti, c'est ouais, mais c'est elle qui va le porter. Alors, elle va le porter, mais par contre, le sperme, il vient bien de quelque part. Enfin, Mm. ouais, il est pas apparu là par hasard, quoi. Donc voilà.
une fécondation, ça se fait à deux. Ah ouais, c'est ça. Une fécondation, ça se fait à deux. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, sur les réseaux, on parle beaucoup de, est-ce que vous feriez 50-50 avec votre copine, voilà. Bah, pour le coup, la fécondation, c'est vraiment du 50-50, là. Ouais. Et c'est du 50-50 du début. J'ai presque envie de dire, je vais pas dire jusqu'à la fin, parce que il y a toujours la décision de porter ou non l'enfant, de choisir de le garder ou pas, qui incombe à la femme. Et ça, c'est essentiel que ce droit reste préservé. Mais par contre, à partir du moment où il y a un rapport, eh ben, l'homme est impliqué parce que c'est son sperme, en fait. Et du coup, en amont, eh ben, il lui incombe aussi éventuellement d'en discuter, de se renseigner, éventuellement de choisir avec sa compagne une contraception qui correspond aux besoins, aux envies du couple. Et si c'est une contraception qui lui permet à lui de gérer lui-même ses propres spermatozoïdes, ben ça peut être, voilà, ça fait partie de la palette de choix qui existe. Ah, il y a vraiment une. Je le mettrai en référence dans la description de ce podcast, mais j'ai lu dernièrement le livre de Gabriel Blair qui s'appelle Éjaculer en toute responsabilité. Ah oui. Et j'ai appris tout un tas de choses, tu vois. Je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'éducation aussi, de ce côté-là à faire quand effectivement qu'on se rend compte que un homme est 50 fois plus fertile qu'une femme, qu'il l'est tous les jours, 24 heures sur 24. Il y a des choses aussi, moi, que j'ai appris, tu vois, comme quoi le sperme était viable pendant 5 jours dans le vagin de la femme. Et donc il pouvait avoir fécondation pendant 5 jours. Donc c'est tout un tas de choses qui moi par exemple je ne connaissais pas. Alors je suis pas représentatif de la population, mais quand on parle de contraception, ouais, on parle aussi d'éducation. Ah, complètement. Bien, aujourd'hui, il est clair qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la prévention des infections sexuellement transmissibles. Que ce soit, je pense au papillomavirus, où il y a plein de collégiens, tous les collégiens normalement, qui sont vaccinés chaque année. Donc il y a énormément de choses qui sont faites pour ça, mais aussi tout ce qui est prévention VIH, etc. Il y a de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est un peu ça le scope qui est prévu à l'école et aussi au collège et au lycée. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 heures en 6e et 2 heures en seconde qui sont un peu obligatoires. Après, un peu à la charge des personnels éducatifs qui voudront s'en saisir s'ils le veulent, s'ils le peuvent aussi. Hein. Des fois, il y a aussi le manque de temps. Je sais que dans mon job en prévention santé et jeunesse, c'est souvent les infirmières des établissements qui viennent avec les classes, parfois les assistantes sociales, parfois des profs qui peuvent être très motrices ou moteurs sur le sujet, mais c'est vrai que il y a un dispositif qui, je trouve, encore est encore un peu trop léger, et étant donné que c'est un sujet qui est extrêmement riche, hein. Si on parle de vie relationnelle, affective et sexuelle, ça c'est déjà extrêmement large, et évidemment la contraception masculine, elle est abordée, mais elle est abordée avec les quelques possibilités dont on a parlé plus tôt, officielles, reconnues, c'est préservatif et vasectomie. Et encore, je suis même pas sûr, enfin, la vasectomie doit être citée auprès des collégiens, mais comme c'est pas eux le public cible principalement, j'imagine que ça doit pas être de façon très extensive, mais du coup c'est très préservatif, et c'est un peu autoroute, quoi. C'est genre pensez préservatif et au moins vous êtes sûr. Et c'est essentiel, hein, étant donné la recrudescence des IST ces dernières années. Mais voilà, du coup, le discours sur la contraception masculine, ça reste à faire, et il ne pourra se faire qu'avec l'avancée de la science sur le sujet.
Donc nous, avec Entrelac, on s'est fait porteur d'un projet d'essai clinique. On espère pouvoir en porter d'autres bientôt. Mais en gros, plus on aura du savoir scientifique sur lequel s'appuyer, plus les institutions pourront dire OK, ça c'est valide, OK, ça marche. Du coup, on a le droit de communiquer, on a le droit de diffuser, de promouvoir cette information auprès de l'éducation nationale, auprès des citoyens qui veulent se soigner tout simplement et suivre leur santé. Donc on n'y est pas encore, et de ma petite lorgnette, je sais que je l'aborde un petit peu plus parce que moi je suis assez, on va dire, je suis plutôt assez au taquet sur la thématique, mais je connais des personnes qui interviennent auprès des collégiens, auprès des lycéens, qui ont à cœur de dire il y a aussi des choses qui existent pour les gars, renseignez-vous, informez-vous, ça existe. Des fois en montrant un petit Andro Switch, en disant regardez, genre, ça existe, il y a des solutions. La voilà, par exemple. Enfin, la voilà. En voilà une. Et mais du coup, ça se fait de façon un peu en mode colibri encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ouais, mais tu dis que la science évolue et peut apporter des réponses, ou en tout cas. Est-ce que ça passe aussi, même si on le discute depuis le début, aussi par des changements de mentalité, en fait, tout simplement, de se responsabiliser vis-à-vis de ce qui nous incombe, en fait, parce comme tu l'as dit tout à l'heure, une grossesse, si elle se passe, c'est qu'il y a deux personnes qui sont la plupart du temps impliquées, et de montrer que tu vois, par curiosité, on en est où des grossesses non désirées en France? Est-ce qu'il y a un chiffre? Est-ce que ça évolue ces dernières années? Parce que là, par exemple, tu nous dis qu'il y a une recrudescence des IST au niveau des grossesses non désirées. Comment est-ce qu'il y a un suivi de ce côté-là? Est-ce qu'on sait quelque chose? Alors j'ai pas le chiffre des grossesses non désirées, mais attention nuance, j'ai le chiffre des grossesses non programmées. Parce qu'une grossesse peut ne pas être programmée, mais quand même désirée. Et en grossesse non programmée, en France, c'est 1 sur 3. Donc après une grossesse non programmée, elle peut être tout à fait désirée. Par contre, le fait qu'elle soit non programmée, ça va avoir des impacts en fait sur la vie des gens. Ça peut être très désiré, et ça peut quand même te plonger dans une certaine forme de précarité. Ça peut, du jour au lendemain ou pas, mais ça peut rendre, par exemple, il y a des personnes qui sont obligées de s'arrêter de travailler et qui, par contre, sont très très dépendantes de leurs revenus. Donc il y a des situations où c'est où c'est compliqué, et voilà, des grossesses non programmées, c'est encore 1 sur 3 en France aujourd'hui. Donc oui, et puis aussi on sait, il y a pas mal de pour le coup de littérature scientifique sur le sujet, on sait qu'il y a des impacts au niveau physique, au niveau mental de ces grossesses non programmées. Pour la femme, oui. Et pas que pour la femme, mais pour les enfants et pour tout l'entourage familial en fait. Bah ouais. Parce que si ça vient perturber, si une personne doit s'arrêter de travailler, si y a une perte de revenus, s'il y a une personne qui vit, enfin pour qui c'est pas forcément une bonne nouvelle d'apprendre une grossesse, si c'est une personne qui doit passer par un avortement, enfin vraiment il y a plein de scénarios où ça va venir impacter la vie des personnes en fait, et le fait de savoir que c'est encore 1 grossesse sur 3, c'est vraiment énorme en fait. Donc en s'informant, en essayant de trouver la meilleure contraception possible pour soi et pour le couple, pour son couple, ça permet à son niveau, de gérer ça et de réduire ses impacts en fait. Oui, ça peut être aussi l'homme qui se casse. Ça peut être des choses inconfortables comme ça. Mais complètement. Qui est grandi dans une famille séparée. C'est pas. Je vais pas comparer, mais
ouais, pouvoir grandir dans des bonnes conditions, dans un projet désiré, dans un projet d'enfant, ça me semble important pour effectivement, tu l'as évoqué très rapidement, quelle influence aussi ça peut avoir sur les enfants et à vie, parce qu'il y a ça c'est vraiment ça crée un impact sur les enfants à vie, qui peut être quelque chose à devoir se libérer. Complètement. Et j'ai envie de te poser une question un peu plus personnelle. Toi, t'es devenu papa. Comment tu le vis? Comment tu l'as vu? Comment t'as vécu ce moment? Que ce soit la grossesse, l'accompagnement à la grossesse, ou l'accompagnement à l'accouchement. Alors j'ai envie de dire à plein d'endroits de façon assez idéale. Euh, en, euh, Ma compagne a elle-même vécu une grossesse qui s'est bien passée. Voire très bien passée, mais c'est voilà, elle pourra en témoigner mieux que moi. Mais vu que ça se passait bien pour elle, bah du coup pour moi c'était aussi assez facile de l'accompagner dans cette période de grossesse. Nous, on a eu un peu cette propension à aller chercher de l'info, à aller de se renseigner au maximum, prendre soit de l'info sur Internet, soit prendre des rendez-vous avec des sages-femmes spécialisées. On a fait un maximum de cours de préparation. Cerise sur le gâteau, on a même fait de l'accompagnement en autonomie. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais Oui. ça peut venir compléter effectivement toute la préparation à l'accouchement. Bah vraiment, nous on a adoré parce que ça donne une dimension assez différente, qui est beaucoup plus basée sur la relation, sur la création de liens entre la femme et son futur bébé, et aussi le coparent, s'il y a un coparent, et pour en faire justement déjà un noyau de famille à trois en fait. Et que l'homme, là en l'occurrence, s'il y a des hommes qui nous écoutent, j'imagine pas mal, que faire en sorte que l'homme soit intégré dès le début, avant même la naissance, voilà, à ce noyau familial. Et alors, du coup, c'est des techniques de toucher, c'est des techniques de visualisation, ça permet de communiquer par la voix, par le toucher avec l'enfant à l'état intra-utérin, et donc c'est assez super, et ça vient bien compléter. Donc c'est vrai qu'il y a eu un côté où on était très proactif, et j'ai envie de dire même assez studieux sur la préparation de l'accouchement. Et puis il y a eu l'accouchement. Et là l'accouchement, il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses qui t'échappent. Nous, on a choisi de faire ça dans un grand centre hospitalier en Seine-Saint-Denis. Et enfin, il y a un moment, toi, t'as beau avoir lu plein de trucs, tu t'es renseigné, t'as eu les prépas, mais tu remets un petit peu tout entre les mains des professionnels finalement. Et les professionnels, certes, tu peux proposer un projet de naissance. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui le savent pas, mais il est possible de rédiger à l'avance. Et d'ailleurs, il y a des sites qui donnent pas mal d'infos pour rédiger un projet de naissance. C'est, nous, on préfère avec ou sans péridurale. On préfère un accouchement plutôt comme ci, plutôt dans telle position. On veut que le papa il soit là le plus possible. Et ça, c'est possible de le rédiger et de le donner aux équipes. Donc ça, c'est voilà. Sachez-le, j'ai des amis qui ont plusieurs enfants, qui était complètement abasourdi que c'était possible de faire ça. Donc le projet de naissance, c'est très cool. Mais toujours est-il que sur le projet de naissance, on a une vision idéale. Et là, on vient rencontrer un monde professionnel qui a des protocoles, qui est très rodé, et qui accouche des dizaines et des dizaines d'enfants tous les jours. Et nous, on arrive pour un enfant. Et nous, on rentre un peu dans ce pipe-là, j'ai envie de dire, en essayant de proposer, et aussi d'essayer un peu parfois de faire un peu respecter des choses qu'on aimerait avoir et qui sont pas toujours possibles, et qui vont parfois dépendre de l'état de santé de l'enfant, de l'état de santé de la maman, et tout simplement de l'infrastructure de l'hôpital parfois. Et donc à ce moment-là, j'étais en mode ok, là il faut un peu
transiger sur certaines choses, et en même temps, faut faire confiance parce que eux, ils savent, et elles surtout, parce que c'est principalement des femmes en maternité, et puis ça s'est bien passé dans l'ensemble. J'ai eu à cœur d'être beaucoup avec ma compagne pour gérer tout ce qui était douleur au niveau du sacrum, au niveau quand les contractions s'intensifient, c'est de plus en plus intense, elles durent de plus en plus longtemps. Alors on a pu demander une salle nature. Tous les hôpitaux n'en ont pas, mais si on existe une salle nature, souvent à une grande baignoire. Donc ça permet quand on a des contractions douloureuses, justement, de pouvoir se poser dans de l'eau chaude. Et ça vient quand même calmer pas mal la douleur. Donc faut pas hésiter à demander. Souvent, c'est des installations où des fois il y a une seule salle nature dans un hôpital, donc il la propose pas d'office. Donc faut pas hésiter à demander en fait, parce que du coup, comme il la propose pas, elle est souvent sous-utilisée et du coup elle est souvent dispo. Du coup, voilà, si ça existe, demandez ça. Ça c'est voilà. Et après, personnellement, là, il s'est passé un truc assez magique. Beaucoup de préparation où là, j'ai l'impression que ça relevait un peu de moi, de ma relation avec ma compagne pour gérer la grossesse. Et puis, là, il y a ce petit être, notre fille qui est arrivée. Et là, c'est la rencontre en fait. Je me rappelle avoir passé un petit peu de temps le premier jour de vie de ma fille à se dire mais waouh, genre quel chemin de vie, quel détour j'ai fait pour arriver à ce qu'on aboutisse à cette rencontre entre moi et ma fille. J'avais un peu les yeux humides et tout, j'étais en mode waouh. Donc voilà quoi, c'est un peu comme la chanson de Barbara et Moustaki sur la ligne droite en fait. On se rencontre mais pas au bout d'une ligne droite, après un parcours, etc. Et c'est vrai que ça m'a replongé un peu dans tout les choix que j'ai faits. Pendant longtemps, moi, je voulais pas d'enfant, par exemple. Donc voilà. Et l'enfant est là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est là maintenant et que cet enfant existe? Et donc ça, c'était sur l'après direct, après l'accouchement. Et puis là, avec 2 semaines de l'enfant, écoute, gérer le quotidien, c'est pas toujours évident. Je vais dire un poncif impitoyable, mais c'est le sommeil, évidemment. Ça, c'est pas évident. Mais en même temps, il y a des nuits meilleures que d'autres. Il y a des nuits, tu fais waouh, là, je suis fier de nous. On a bien géré. Je suis fier de notre enfant qui a réussi à dormir un petit peu plus. Et ça, c'est super. Et en même temps, il y a des choses, par exemple, changer la couche. C'est con, mais je kiffe en fait, parce que c'est un petit moment de connexion. Mais non, mais tu vois, c'est ça. Bon, après pour le moment, merci. Pour le moment, tu vois, et puis c'est de l'allaitement, donc j'ai envie de dire qu'en termes de sel, enfin, je veux dire, ça ressemble à des petites paillettes de moutarde. Alors autant te dire qu'on est, on est loin du gros caca qui pue. Mais pour le moment, vraiment, je suis un peu dans un moment, genre, sur mon petit nuage. Il y a plein de petites parenthèses. Le bain aussi, ça c'est trop chouette. Ma fille découvre qu'elle flotte quand elle est dans l'eau, donc plein de choses comme ça et plein de bons moments. Donc voilà, je pense être sur la bonne voie pour être un vrai papa gâteau. Donc tout va bien. Merci pour ce partage. Je t'en prie, avec plaisir. On arrive à la fin de cet épisode. Merci, tu m'as remis à travers déjà tout ce que t'as dit, il y a toute une mine d'informations et c'est chouette, merci beaucoup. Mais tu m'as remis que j'avais jamais vraiment conscientisé cette injonction, ou en tout cas cette peur de ne plus être un homme si t'es plus fertile, tu vois. Il y a vraiment cette notion que la fertilité définirait un aspect de la masculinité. Que je trouve ça très très intéressant. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, aux hommes, pour s'intéresser, pour sauter le pas, pour aller vers la contraception masculine? Comment tu inviterais? Alors, la partie pro de la prévention, on dirait renseignez-vous, allez en parler avec votre médecin.
Mais si je veux passer plutôt par un biais un peu plus pop et plus sympa, il y a quelques BD qui sont sortis ces dernières années. Et notamment une qui est alors les contraceptés, mais les contraceptés, il y a ce côté un petit peu BD reportage. Après on peut aimer le format, mais il y a aussi celui qui s'appelle Le Cœur des Obes. Alors ZOBS, Bobika, c'est ça absolument, de Bobika, et ça non seulement c'est très drôle, ça fait en termes de dessin, ça me fait un peu penser à Edika, un peu ce dessin un peu à la Fluide. Bon, la Fluide, il y a plein d'auteurs, mais un peu ce côté-là, et puis c'est très drôle. Et puis Bobika lui-même a utilisé une contraception thermique et il parle de tout son parcours, de ses questionnements, de comme il s'est fait remballer par des mecs, par des filles, parce que soit il était dans un cliché de masculinité, soit parce qu'après, entre guillemets, il est devenu contracepté. Donc, et ben du coup, il y a des, c'était sa vérité à lui qui était questionnée, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, c'est une BD, c'est très chouette. Le Cœur des Obes. Je crois que c'est sorti chez Dargaud. Mais ça peut être une bonne, voilà, ça me paraît être une bonne entrée si on a envie de lire une BD sympa, drôle et intéressante. Donc voilà. Tac. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot pour terminer, quel qu'il soit? Une réflexion. Ouais, tout d'abord, vraiment un grand merci pour ton accueil sur ce podcast que honnêtement je ne connaissais pas. Et si je devais terminer avec une petite réflexion, c'est il faut toujours, enfin il faut pas toujours, mais si on peut essayer de discuter le plus possible, de communiquer le plus possible, quand on est en couple et qu'on est du coup concerné par la contraception, plus on en parle et plus ce sera facile et plus on trouvera la meilleure solution en fait, et on pourra être plus libre de nos choix en fait. Donc voilà, c'est essentiel de s'informer et d'en parler pour prendre les meilleurs choix possibles. Merci Antoine. Je mettrai les liens vers ta coopérative, même peut-être vers un document qui parle aussi de tout ce qui existe, un peu, même si on en a parlé, en chiffres, etc. Écoute, j'ai envie de dire, prends soin de toi et ta petite famille. Merci. Et puis au plaisir. Ben oui, un grand merci à toi Loïc. Au plaisir. Ça marche. Merci Antoine. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, Domahome Podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.